Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi soir. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode bonus de Livio Dharma. Et ce soir, je suis ravie d'accueillir Fabien Moine, qui va se présenter dans un instant. Pardon, je fais du bruit avec un truc sur mon bureau. Voilà, merci à ceux qui nous rejoignent ce soir en direct. Hello Fabien, je vois que tu es là. Coucou Caro. Hop. Je vais faire monter, on va pouvoir commencer notre discussion sur le Dharma. Alors, est-ce que ça fonctionne? Hey! Salut Fabien! Salut, et salut à tout le monde. Alors attends, c'est peut-être la mise au point se fait bien. Non, c'est bon, ça apparaît bien. Ouais, moi je te vois. Ok, Je te bon, bah, vois. très bien. Ouais. Ben, ravi d'être avec toi, Ben, moi aussi, merci beaucoup d'avoir interviewé, non, d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Ouais. Donc, ces interviews, elles ont pour but de parler du Dharma. Le Dharma, c'est un terme qu'on retrouve dans la philosophie du yoga, que moi j'aime beaucoup, mais qui n'est pas toujours facile à expliquer en français, avec des mots, voilà, selon si on a une sensibilité à la spiritualité, puisqu'il y a clairement une dimension spirituelle là-dedans. Et du coup, j'aime bien interviewer des personnes qui me donnent l'impression de là où je me trouve. Parfois, je les connais, parfois, je les connais pas. Toi, en l'occurrence, je te connais pas personnellement, mais je te connais, je te suis en tout cas depuis un moment et j'aime beaucoup ce que tu véhicules à travers ce que tu fais et tu me donnes l'impression de... Est-ce que tu es là? J'ai l'impression que tu es... Oui, oui, je Ouais, suis ok, très pardon. attentif. T'es J'écoute. super attentif. Ok. Ouais, bah tu me donnes cette sensation en tout cas de vivre une vie, ouais, en étant aligné à tes valeurs, de travailler à contribuer pour un monde meilleur, de suivre les élans de ton cœur, puisque c'est de ça en fait dont il s'agit quand on parle de vivre son dharma, et de vivre en fait ta vérité à toi. Et donc, bah, on va voir si c'est le cas, et c'est comme ça que tu le ressens toi aussi. Donc, euh, donc voilà, en quelques mots, une petite introduction. Donc merci encore d'avoir accepté mon invitation. Et puis, comme je te l'ai dit dans un petit message avant, il y a pas de questions pièges ici. J'ai une petite série de questions qui revient régulièrement, mais c'est souvent des conversations et des échanges assez fluides. Et moi, c'est ce que je cherche avant tout. L'idée, c'est de montrer que vivre son dharma, ça peut prendre mille et une formes. Et que par contre, c'est possible pour tout le monde, que tout le monde a la possibilité de vivre une vie riche et enthousiasmante et pleine de fougue. Ce mot fougue qui est revenu dans la dernière interview que j'ai faite et que j'ai beaucoup aimé. Donc, Fabien, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter en quelques mots? Qui es-tu, Fabien Moine? Et puis, souvent, ça va de pair dans nos cultures avec que fais-tu? Donc, n'hésite pas à, évidemment, élargir à tout ça. Eh bien, je m'appelle Fabien Moine, j'ai 41 ans, j'habite dans le Jura. Je suis originaire de Franche-Comté, d'un milieu paysan ouvrier. Et on va dire que les 12, 14 dernières années, je les passe à essayer de transmettre des informations qui me semblent utiles pour aider les personnes à mieux se prendre en charge, notamment au niveau de la santé. Et ça a conduit à différentes activités, des conseils en individuel, des conférences, des interventions dans des écoles de naturopathie, la réalisation d'un film sur le jeûne et puis le fait de fonder une maison d'édition il y a 3 ans, pluridisciplinaire, avec 3 collections, une collection santé qui est centrée sur la santé intégrative, une collection nature avec les plantes sauvages et une collection société pour avoir un regard plus circulaire, plus global, avec de la philosophie, de la politique, de l'anthropologie, de la sociologie. Et tout ce que je fais, indépendamment de ce que j'ai présenté, c'est de transmettre des informations qui me semblent utiles pour qu'on puisse mieux comprendre et mieux évoluer dans le vivant. Voilà. Mmh. Bah dis donc, tout un programme déjà. C'est waouh.
bravo de réussir à mener tout ça de front parce que ben, c'est pas rien. Donc, génial. C'est chargé. C'est chargé, ça revient justement, ça tourne. Cet après-midi, j'ai échangé avec un ami médecin qui a une émission des visages. Et justement, c'était de se dire, je pense qu'on est tous habités par ces questions-là quand on essaie de faire les choses consciemment. Euh, Est-ce que c'est un devoir? Parce que ça, on parle de dharma, évidemment, il y a le mot duty qui vient en face, toujours, dans l'hindouisme. Et est-ce que c'est une compensation? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un plaisir, une envie? Est-ce que c'est une fuite? Donc évidemment, toutes ces questions-là, elles sont au centre de ce qu'on fait, qui peut paraître hyper vertueux pour nous ou pour les autres. Mais le moteur, même nous, des fois, on n'en est pas conscient. Donc ça peut être le résultat est une chose, mais le moteur de la chose peut être bien différent de l'effet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de le faire de manière respectueuse. Et Mhm. ça, c'est ce qui est le plus compliqué, évidemment. Ouais, mais c'est hyper intéressant que tu abordes ça avant même que je te pose la question parce que c'est en général la question suivante que je pose. C'est pour moi, le dharma, c'est justement pourquoi tu fais ce que tu fais en fait. Qu'est-ce qui t'anime intérieurement pour faire ce que tu fais? Donc, tu l'as dit, ça peut être plein de choses, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'élan en fait. Quelque chose presque qui nous dépasse et qui est plus grand que nous et comme si on répondait à un appel. Tu dirais que c'est cet Euh, ordre-là pour toi ou, oui, bah, il y a l'opportunité de faire beaucoup de choses dans la vie en tant qu'occupation. Parce que souvent, à quelqu'un, on lui dit qu'est-ce que tu fais? Sous-entendu, quel travail effectues-tu? Mais on n'est pas obligé de se définir à travers son activité salariée ou autre chose. Ça peut prendre 4, 5, 6, 7 heures par jour, donc il reste beaucoup de temps, hein. Et 35 heures sur une semaine, il y a des gens qui arrivent à s'épanouir beaucoup plus que ça dans d'autres activités. Donc ça ne veut pas vraiment dire grand-chose pour moi. Par contre, c'est quelle intention on va mettre et quelle conscience on va mettre dessus. Moi, je me la pose toutes les semaines, cette question-là, puisqu'il y a encore 3 ans, euh, je pense que je me respectais beaucoup plus dans le sens où je nuisais moins à ma santé et de manière tout à fait formelle et pragmatique, je gagnais mieux ma vie, puisque aujourd'hui, on va dire, mon quotidien ne me rapporte pas d'argent. Donc, je trouve des solutions autres dans des endroits où j'ai l'air de m'épanouir, mais je dois composer. Donc, c'est-à-dire, je fais intervenir beaucoup de mental dans quelque chose qui devrait être fluide et qui devrait être dépourvu de mental. C'est-à-dire que quand tu me parles de dharma, bah, pour être clair, en fait, c'est agir avec son cœur. C'est pas autre chose. Donc, il y a une tension assez forte sur des projets où je sens que c'est juste ce qu'il y a à faire. Donc, c'est ce qu'il y a à faire, créer une maison d'édition, diffuser des documentaires, diffuser des livres, en créer moi-même. Et il y a tout un tas de lâcher prise qui n'est pas totalement présent parce que bah il y a des charges à payer, il y a des gens à rétribuer, il y a des sommes à rembourser. Et donc bah, j'oscille entre tout ça, c'est-à-dire entre le fait de me raccorder à quelque chose qui me transcende et qui me paraît juste et qui est plus grand que moi, dont j'arrive à deviner les contours, et le fait d'être dans une matérialité qui impose d'être connecté au réel. Parce que le danger de se dire de suivre sa voie, entre guillemets, c'est d'être complètement éthéré, évaporé, de se mettre dans une zone détachée un peu du réel, très confortable. Et là, ben, une entreprise, ça me ramène directement au réel. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Avant, je me posais pas cette question. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, je vais faire des consultations individuelles. Ça a marché tout de suite et j'avais 6 mois de rendez-vous d'avance au moment où j'ai arrêté. Donc la question se posait pas vraiment. Et j'étais dans une maîtrise de ce que je savais faire. Donc mon savoir-être et mon savoir vivre étaient raccordés. Il n'y avait pas trop de questions qui se posaient là-dessus. En revanche, dès l'instant que tu choisis de faire confiance
à l'autre et d'inclure d'autres éléments dans l'algorithme, tu dois lâcher prise de manière plus grande et tu fais des projets sur de temps long. Une consultation, ça dure 1 heure et demie, c'est un temps court. Mais là, je travaille sur un documentaire, ça fait 3 ans. Mm. Je travaille sur des sorties de livres depuis plusieurs mois. Et donc, il se passe des choses. Tu dis, tiens, le prix du papier va doubler. Tiens, le graphiste avec qui je collaborais n'est plus là. Tiens, le diffuseur est en train de se planter financièrement, etc., etc. Donc, t'as des choses qui te parasitent l'esprit. Alors, tu essayes d'être à la fois distancié en te disant, bah, si c'est juste, c'est juste. Et d'un autre côté, j'essaie de pas dire en même temps parce que c'est le en même temps disruptif de La République en marche qu'on subit depuis 5 ans. Donc, on va dire, et d'un autre côté, il y a cette donnée tout à fait inconfortable, mais nécessaire de dire, bah, je suis ancré dans quelque chose qui est très matérialiste et ma spiritualité doit s'incarner dans la matière. Cet après-midi, on m'a proposé une interview, on m'a dit, comment est-ce que tu te définis? Eh ben, moi, je réponds toujours, un individu se définit par ses actions. Tu peux avoir les meilleures intentions, les meilleures paroles du monde, ça peut paraître très vertueux, ça peut paraître très grand, très beau, très altruiste, très tout ce que tu veux. N'empêche, ce qui restera, c'est ce qui aura été accompli et la façon dont ça a été accompli. Et donc, si suivre la voie de son cœur, ce que tu appelles ce qu'on peut appeler communément le dharma, eh bien, faut que ça soit écologique et que tout soit respectueux. Euh, donc, en ce sens, eh ben, on oscille tout le temps entre un réel extrêmement confrontant, aléatoire, où il faut faire avec des émotions vacillantes, et un instinct très pur, très cristallin qui nous habite et qui nous donne la certitude de savoir qu'on est au bon endroit, qu'on fait la chose qui doit être faite, Mm. au-delà de nous. Ouais, Donc, tout à fait. c'est ta question. Ouais, 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 tout à fait. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on doit clairement composer avec le monde matériel et le contexte tellement particulier du moment. En effet, en gardant ce fil conducteur de ce qui sonne juste ou pas. Euh, et ben ouais, c'est un peu une danse tout ça. Euh, pour revenir en fait à pourquoi tu fais ce que tu fais, si tu justement si tu faisais abstraction du contexte et des impératifs financiers, économiques, comment tu dirais en quelques mots, toi justement, ce qu'est ton dharma, cet appel du cœur et pourquoi tu fais ce que tu fais? C'est vraiment cette envie de transmettre des informations dans le respect du vivant, dans divers sujets et à travers différents médias. Parvenir à trouver des conciliations impossibles. Hmm. Euh, c'est c'est ça qui m'anime le plus, c'est de Hmm. faire coexister et s'unir des pratiques, des personnes qui ne devraient pas, dans le monde très segmentant dans lequel on évolue, se rencontrer et s'unir. Hmm. Et notamment, c'est la santé intégrative, euh, qui aujourd'hui, pour moi, est la médecine de demain, c'est-à-dire tout corps disciplinaire confondu, le médecin généraliste, l'endocrinologue, le chirurgien, le naturopathe, le magnétiseur, le praticien en Ayurveda, le praticien en médecine chinoise, le psychothérapeute, l'hypnothérapeute, au service du soin avec un grand S, donc c'est-à-dire dépourvu et débarrassé de son ego, et au service du patient souffrant. C'est-à-dire avec toute la connaissance accumulée, cumulée, additionnée, dont on peut jouir aujourd'hui, au service de ce qui est plus grand que nous. Donc ça, c'est pas évident, mais le contexte nous aide aujourd'hui, et à travers les livres, eh ben, c'est de faire entendre des voix plurielles. À travers les documentaires, c'est de réunir des témoignages de gens pluriels. Dans mon film sur le jeûne, ben, j'ai réussi à un moment donné, à la fin, dans le montage, à faire en sorte qu'un médecin généraliste parle de spiritualité et qu'un prêtre parle de physiologie. Hmm. Et ça, c'était ma grande satisfaction, c'était de faire parler des gens qu'on veut opposer dans la société civile
et qu'à un moment donné, on ne voit plus les fonctions, mais on ne voit que les individus, avec ce qu'ils ont de plus grand à transmettre. Et tout ce que je fais, c'est ça en fait, qu'on oublie l'appartenance religieuse, l'appartenance sociale, l'appartenance ethnique, quelle que soit l'obédience, pour dire est-ce que on arrive à sentir le cœur de la personne là où elle est et qu'est-ce qu'elle a à transmettre. Et Mm. évidemment, il faut être étiqueté et il faut avoir un raisonnement éclair, faut faire preuve de manichéisme, donc c'est très dur, mais c'est la voie qui me semble la plus juste pour moi. Ça s'inscrit évidemment dans un courant de pensée complexe, évidemment, mais c'est la voie qui est la plus stimulante pour l'esprit et qui me semble la plus juste pour vivre ensemble. Mm. Ouais, donc il y a vraiment cette notion de créer des ponts là où il n'y en a pas forcément aujourd'hui. C'est marrant parce que tout de suite, ça me fait penser au yoga, en fait, dont le mot sanskrit d'origine veut dire union, donc relier. Donc il y a vraiment cette dimension qui ressort très fort dans ce que tu fais. C'est ça? C'est ça, puis c'est aussi pour ça que le nom de ma maison d'édition qui m'est venu il y a plusieurs années en amont, qui s'appelle Exuvie, donc c'est un nom propre, c'est la peau morte, l'enveloppe que laisse un insecte après sa mue. C'est Mm. une idée de transformation, de transmutation, de transfiguration, de passage d'une étape, d'un état à un autre. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on se prend là où on est, on prend l'autre là où il est, et on estime qu'une information, à un moment donné, va nous faire vibrer et va nous transformer, ou va participer à nous transformer. Donc c'est ça l'objet de ce que je fais, c'est tenter de devenir humain avec un petit H à humain avec un grand H. Et Mm. donc il y a une fonction qui n'est que spirituelle et qui pour s'incarner doit passer par des objets très matériels, des livres, des documentaires et beaucoup de sensations. Mm. Waouh, c'est beau parce que enfin, en tout cas, de mon ressenti et impression, c'est tellement de ça dont on a besoin et cette expression du nouveau monde dont on parle, bah pour moi, c'est ça en fait. C'est juste remettre l'humain au cœur de l'équation et comme tu dis, l'humain avec un grand H. Et quand on y sera, eh ben, je pense que le monde sera complètement différent. Donc, merci à toi de poser une telle pierre à l'édifice de façon dite, quoi. C'est clair, c'est carré. Fabien, il est là pour ça. Je trouve ça génial. Même si j'imagine que ça doit pas être facile tous les jours, parce que ben. Non, c'est assez évidemment que la solution c'est d'aller dans le confort et je pense que c'est une crise de confort qu'on vit actuellement parce qu'il suffit de déléguer son pouvoir, sa souveraineté personnelle et que on sera récompensé de cela. C'est-à-dire on aura à nous les loisirs, à nous les aides, à nous l'assistanat, à nous le divertissement, la distraction pour fuir loin de nous-mêmes, pour être dans quelque chose de très cotonneux, aseptisé, privilégié. Hein. En revanche, faire sécession avec ce monde-là, puis reprendre sa puissance, ça impose, comment dire, des choix, mais en fait, la difficulté, la vraie violence, la vraie souffrance, c'est quand on est conscient de la chose et qu'on choisit de se tourner le dos à soi-même. Et la plupart des gens aujourd'hui qui font ce qu'ils ont à faire, je les trouve plein de joie. C'est dur, hein, mais je les trouve plein de joie parce qu'ils ont ce sentiment fier de ne pas se trahir. Et Ouais. le point commun qu'il y a aujourd'hui avec les personnes qui ne tolèrent plus et qui ne veulent pas cautionner ni jouer le jeu de ce système-là, c'est qu'elles ont toute la foi en des valeurs extrêmement différentes. Hein. Ça peut être une foi religieuse, ça peut être une foi en l'humain, une foi au vivant, bref. Mais quelque chose de transcendant. Et en fait, pour eux, il n'y a pas de choix. Donc, pour moi, il n'y a pas de choix dans le sens où c'est une mort spirituelle qui s'annoncerait. Et on sait que si on parle d'exuvique, l'existence est bien éphémère, est temporaire par rapport à quelque chose qui court bien plus lointain que cette courte existence terrestre et matérielle. Donc en définitive, le choix, il n'est pas
il se présente pas non plus beaucoup. Par contre, c'est à quel point je danse, pour utiliser ton mot, ton terme, pour que ça soit le plus confortable possible. C'est juste ça, en fait. Ouais. C'est danser avec son époque. Parce que, il y a toutes les raisons de se rebeller, d'être en colère, de vouloir être dans le combat, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'injustices, c'est très violent. On entend des choses, voilà, là, par exemple, j'ai vu une adolescente dans le métro à Berlin qui s'est fait rouer de coups et insultée par des adultes parce qu'elle ne portait pas de masque. Je me dis, tiens, on est vraiment la civilisation est en bout de course pour en arriver là, donc beaucoup de peine, une certaine colère, puis en même temps, ça doit se passer comme ça, quoi. C'est pas pour autant qu'il faut rester attentiste, hein, parce qu'évidemment, si on se trouve dans le métro, quelle valeur nous habite pour qu'on intervienne ou pas, sans se prendre pour un sauveur, mais on a une obligation morale de cautionner, de ne pas légitimer les choses, mais c'est comment on se couche et comment, quand on se lève le matin, on peut se regarder dans le miroir. Et bon, évidemment, il y a toutes les opportunités de se dissimuler à soi-même. Et ça, c'est violent. Ça, je trouve que c'est vraiment violent. Donc, la turpitude psychique et psychologique qui anime beaucoup de nos concitoyens, elle se trouve ici parce que on n'arrive pas à vivre accordé avec nos valeurs. Mm. Ouais, ouais. Et pour moi, c'est exactement ça, vivre son dharma. C'est vraiment vivre, tu sais, les accords Toltec, faire de ton mieux. Pour moi, c'est vraiment faire de son mieux au quotidien pour vivre en accord avec ses valeurs et pouvoir effectivement se regarder dans la glace et pouvoir se coucher et s'endormir tranquillement sur son oreiller le soir parce qu'on sait qu'on a fait de notre mieux. Tout ça en composant avec le contexte. Et pour rebondir à ce que tu disais, euh, justement, ce qui me semble parfois difficile pour certains, c'est quand on voit l'ampleur de jusqu'où la société est parvenue aujourd'hui, ou je ne sais pas si c'est pire aujourd'hui qu'avant, mais en tout cas c'est au grand jour aujourd'hui, je dirais, l'ampleur de la corruption, du mensonge, de l'illusion, de tout ça. Et du coup, ça peut être, ouais, ça peut donner un peu le vertige et la sensation de se dire, qu'est-ce que je peux faire moi à ma petite échelle. Et pour moi, vivre son dharma, c'est aussi reprendre cette souveraineté-là et les rênes de sa vie et réaliser à quel point on a tous un rôle à jouer. Et pour moi, ce rôle à jouer, c'est pas forcément justement, bien sûr, si on peut aller aider la personne qui se fait rouer de coups, comme tu l'as pris en exemple ou pas, mais c'est juste que, voilà, jouer son rôle, c'est être aligné justement de par nos mots, nos actions et nos valeurs au maximum au quotidien. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Pour te donner un petit exemple, moi je sais que j'ai vite eu besoin d'exprimer des choses par rapport à ce qui se passait aujourd'hui. Et c'était pas forcément évident dans mon environnement proche. Et du coup, Facebook est devenu un petit peu mon exutoire où voilà, je partageais des choses qui, moi, en tout cas, me faisaient réfléchir. Et en fait, je me revois me dire, waouh, je me découvre un aspect révolutionnaire que je m'ignorais. Il y avait un peu ce truc. Et pour autant, j'ai pas du tout c'est pas dans mes habitudes, dans ma nature, tu vois, d'aller dans la foule, d'aller manifester. Donc et tu vois, certains, et d'ailleurs on me l'a dit, tu vois, mais qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi ça sert Et pour moi, voilà, moi c'était ma façon, une des façons de contribuer, mais ce que je veux dire, c'est que déjà au niveau de notre posture énergétique, on joue un rôle. Je ne sais pas si c'est clair, enfin, ou si ça te parle en tout cas, ce que j'essaie de traduire et si tu as envie de rebondir là-dessus. Oui, bien sûr, c'est que c'est un rapport de force pour lequel il faut tenir une position. Donc, que ce soit d'un point de vue énergétique, physique, psychologique, et positionné dans la société de manière exemplaire. Je dirais que de toute façon, oui, ça donne le vertige à beaucoup de personnes parce qu'on se sent dépossédé.
On se dit comment je peux agir, mais il n'y a pas le gouvernement. Mais derrière le gouvernement, on sent qu'il y a des lois internationales, européennes. Mais ça se passe pas à Strasbourg, ça se passe à Bruxelles, et ce sont pas des gens qui sont élus. Bah, comment je vais avoir prise dessus en fait? La plupart des individus se rendent compte du système technocratique qui les englobe et sur lequel ils ont l'impression de ne pas avoir prise. Alors, on peut voir le problème de plein de solutions, avec plein de solutions. Je vais dire, bah, tu peux boycotter. Ensuite, tu peux échanger, si tu as l'impression que c'est trop distancié le pouvoir, tu peux faire des choses locales. Et puis, tu es aussi peut-être un parent, peut-être un ami, et donc tu as un rôle à jouer parce qu'autour de toi, il y a suffisamment de souffrance pour que tu puisses déjà agir. Est-ce que la santé mentale et physique des enfants autour de toi est satisfaisante? Bah, tu peux agir dessus. Est-ce que l'équilibre psycho-émotionnel de tes amis est satisfaisant en ce moment? Bah, sans doute, tu peux agir dessus. Et puis, de manière générale, ben, s'il y a une insatisfaction dans ce qui se fait, comment tu peux agir ou comment tu peux ne pas agir? Par exemple, il y a beaucoup de... Là, nous avons un virus qui circule beaucoup, qui a des effets secondaires peu importants, mais qui donne droit, si on le choisit, à un sésame sous forme numérique. Je peux me poser la question, tiens, si on me propose d'organiser une soirée Omicron, et je pourrais aller me faire tester, j'aurai un QR code qui me donnera pendant 4 mois le droit d'avoir une liberté sous surveillance. Eh ben, je peux me poser la question, est-ce que j'ai envie de cautionner cela? Est-ce que d'avoir ce morceau numérique fait de moi quelqu'un de meilleur et à quoi je participe? Rien que ça. Eh ben, par le non-agir, je veux dire, je refuse ça. Donc c'est aussi se positionner très fort énergétiquement, mais physiquement. C'est-à-dire, je n'appartiens pas à ce qui est en train d'être construit et qui me semble pas équilibré et qui peut représenter un avenir systématique. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Le problème, c'est de vouloir penser trop grand, trop vite. On va pas refaire société en un claquement de doigts. Donc, mais on peut aussi observer l'effondrement. Mais ça va dépendre de ce que je vais nourrir au quotidien, évidemment. Et évidemment, si je vois trop haut, si je dis, bah moi je voudrais une démocratie participative tout de suite, je voudrais la paix entre les hommes, je voudrais l'union, ça va être compliqué tout de suite là, comme ça, sans passer par beaucoup d'expérimentation et beaucoup de heurts, parce que ça sera pas très fluide évidemment. Par contre, je peux déjà dire, je peux faire une réunion de voisins de quartier, je peux faire de la permaculture, je peux faire des lectures partagées, je peux faire découvrir mon talent, je peux aider autour de moi les gens en souffrance qui auront besoin parce que j'ai peut-être pas d'argent mais j'ai du temps. Il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, c'est sûr que c'est une chaîne humaine dont on a besoin. Les gens ont besoin de sentir et de vibrer l'humanité. Et si on écoute beaucoup de personnes aujourd'hui, on se dit, bah, j'ai peut-être pas fait le meilleur choix, j'ai pas fait le choix du cœur, mais faut bien mourir de quelque chose, ça ou autre chose. En attendant, j'aurais profité. Ben, c'est simplement parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'avoir des choses vibrantes ou des personnes vibrantes autour d'elles qui leur fassent sentir ce besoin irrépressible d'être plus grand que soi-même à un instant T. Et ben, on peut être cette petite étincelle. Et donc, c'est pour ça que l'importance de l'entourage. Et quand on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de projets, tu me disais, je fais beaucoup de choses, mais c'est aussi l'opportunité de côtoyer des personnes qui sont suffisamment rayonnantes pour que je puisse rayonner au moment où ça pourrait ne pas être optimum pour moi. Et donc, c'est fondamental. C'est fondamental. D'ailleurs, dans les vidéos que je fais, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant, ben, j'ai rien appris de nouveau. Par contre, ça me permet de tenir le coup, donc merci de continuer. Le nombre de personnes qui m'écrivent, qui me disent qu'elles pensent au pire, qu'elles sont sous Xanax, qu'elles sont sous des déprimes, qu'elles ne côtoient plus personne, et que du coup c'est un moyen de subsistance, ben moi ça me suffit
à me donner un élan de motivation en me disant, ben, je vais produire du contenu et je sais que ça va aider. Et ça va aider des gens que je ne connais pas en fait. Et bah c'est déjà très bien. Et je pense qu'on a cette utilité-là, même si on peut pas participer concrètement à une construction, on va pas participer à générer le chaos. Ouais. Ouais. Et ouais, tu vois, autant je te donnais la vision des choses où tu peux te dire, waouh, c'est tellement énorme qui se passe, oh là là, ça, quelque part, comme si ça vient nous bloquer, tu vois, je peux pas vivre mes élans du cœur parce que en ce moment, ça, mais tu peux aussi voir l'autre côté de la pièce et au contraire de voir tout ce que cette ombre, tout ce qui se passe en ce moment, au contraire, génère de magnifique, justement, dans tous les différents mouvements qui se mettent en place, des personnes comme Louis Fouché qui apparaissent, qui partagent une vision de la santé, ou comme toi, enfin, il y a tout pour moi, il y a quelque chose de tellement beau qui est en train de sortir de tout ça. Pareil, de manière, voilà, quoi, comme une graine qui pousse et qui doit se contorsionner dans tous les sens et forcer et pousser et vraiment laisser l'impulsion de vie la guider, même quand c'est difficile. Mais moi, je suis vraiment convaincue, en fait, qu'on va vers cette société de l'humain avec un grand H. Après, à quelle échelle de temps, et je ne sais pas, mais clairement, pour moi, on y va, quoi. Et encore une fois, chacun en contribuant à notre manière, effectivement, quand on fait ce choix de se positionner, ne serait-ce que énergétiquement par rapport à tout ça. Ouais. Qui peut dire qu'il y a 3 ans, il trouvait le monde dans lequel il évoluait juste et respectueux? Ouais. Peu. Pas grand monde. Non. Donc tout le monde voulait aspirer à mieux. On se disait, bah tiens, les humains sont maltraités, les animaux sont maltraités, les végétaux sont maltraités, les employés sont maltraités, les enfants sont pas très bien traités, pas beaucoup de droits. D'ailleurs, on insiste beaucoup sur la notion de devoir à mettre avant les droits. Donc, eh ben, c'est une opportunité de voir la catastrophe parce que nous avons laissé faire cela. Nous nous sommes désintéressés du sacré au profit du confort. Et donc là, il y a un énorme retour de boomerang qui est une opportunité. Ben, nous aussi, on peut faire notre great reset, hein, parce que c'est la mode. Et ben, on peut le faire aussi. Et puis, choisir de nourrir ce qui peut être nourri. Et en effet, il y a des gens lumineux, radieux, euh, qui émergent, mais qui en fait étaient déjà en train d'œuvrer. En fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place parce que tout avait déjà été planté. Donc les tiers comme les écolieux, là j'étais dans le sud-ouest il y a quelques mois, bah, justement avec Louis. Il y a une dame qui vient me voir, me dit bah tiens on a acheté un manoir et on en fait un dispensaire. Je lui dis donc vous avez des sous dans le coin pour acheter des manoirs comme ça. Elle m'a dit non, on a fait une SCI. On était 1000, on a mis 1000 € chacun, on a acheté un manoir à 1 million d'euros. T'imagines? Wow. C'est-à-dire 1 million, ça paraît insurmontable, comment on va faire? Bah, ils ont réussi à se mobiliser à 1000, ils ont mis 1000 € chacun, ils sont actionnaires et paf, ils ont un manoir qui est transformé en dispensaire. Et ben, sans cette crise, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette mobilisation, donc je trouve ça incroyable et je vois énormément de choses, beaucoup de gens en voyageant ben, qui ont des projets. Et donc, il y a pas d'espace vide, c'est-à-dire il y a l'effondrement, il y a le renouveau en même temps. Et après, justement, c'est nous, ça nous intéresse d'être à quel endroit en fait. C'est juste ça, donc d'y aller plus localement parce que, ben, attention, le virtuel c'est très bien pour rester en lien, pour s'informer, on va dire, pour s'inspirer, mais c'est ce qu'on disait, hein, tout doit passer dans le réel. Et donc moi concrètement, j'assiste à beaucoup de belles choses, des choses magnifiques, et c'est ça qui me donne la motivation. Et la raison de faire tout cela, elle est toute simple, hein, c'est si vous avez des enfants autour de vous, que ce soit les vôtres ou non, bah, observez-les, puis observez le monde tel qu'il se déroule. Est-ce que ça vous semble satisfaisant? Et là, tout de suite, vous allez trouver votre place. Mm-hmm. Est assez immédiat, parce Ouais. qu'il y a forcément un endroit où on peut agir, où on a du temps. Euh, voilà, puis
on œuvre en fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à œuvrer de la même façon que nous, à quelque échelle que ce soit. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce mot œuvrer. Pour moi, il est très lié aussi au dharma et je trouve que quand on regarde sa vie comme une œuvre et son travail, au lieu de parler de travailler, on remplace ça par le mot œuvrer, les choses prennent une toute autre dimension et c'est tellement plus noble que justement cette vie de métro, boulot, dodo qu'on nous vend depuis des générations maintenant. Ben, c'est on a vidé de sa substance le mot travail et qu'on le confond avec le mot labeur. Et pour moi, le travail, c'est la plus haute fonction d'un individu. Sauf que si on fait des tâches qui n'ont pas de raison d'être, ben on peut être dégoûté de son travail. Si on fait son travail accompagné de personnes qui ne se mettent pas dans la conscience ou alors des choses vides de sens, ben on peut pas être fier. Ça doit être quelque chose qui nous grandit et qui nous permet justement de passer de l'inspiration à la matérialisation. Euh, on va dire aujourd'hui, un paysan lambda, il y a peu de chances qu'il soit fier de ce qu'il fait. Faut être très honnête. Et moi, je parle en connaissance de cause, que je viens du milieu paysan. La question que j'avais posée à mon grand-père, je lui dis, quand tu as repris la ferme, c'est quoi la première chose que tu as fait? Il avait 14 ans. Il a dit, j'ai taillé des colliers pour les bœufs dans du morceau de bois que j'ai coupé. Mhm. Tout de suite, on est dans une autre fonction, c'est-à-dire j'ai un rapport au végétal, j'ai un rapport à l'animal. Ouais. Et ben son fils, qui est donc mon oncle, qui a pris sa retraite il y a un an, à la fin, il était dans une cabine hermétique, climatisée, avec un poste MP3, un GPS relié, qui lui disait quel jour semer telle graine de tel Mhm. semencier à telle heure sur telle parcelle qui était quadrillée en GPS. Donc on pourrait se dire ça c'est plus confortable, mais par contre je sais qu'il était plus fier. Il ne voyait plus la terre, il ne touchait plus la terre. Et mon grand-père, quand fallait qu'il sème, il mettait les mains dans la terre, il regardait, il dit non, c'est pas aujourd'hui. Et là, il n'y a pas un ordinateur, aucun algorithme qui peut avoir cette finesse-là. Donc beaucoup de personnes euh, n'ont plus de sacré dans leur travail, et donc ça devient juste un labeur. Ouais. Et on a plus de sens, et donc c'est d'essayer de remettre du sacré là-dedans et de s'élever. Et quand on arrive à s'élever dans son travail, tout ce qui va être touché par le fruit de notre travail va être beaucoup plus grand. Ouais. Si vous demandez aujourd'hui à un instituteur quel sacré as-tu mis dans le fait de punir des enfants parce qu'ils n'ont pas ajusté leur masque correctement, je suis pas sûr qu'il se rappelle pourquoi il a voulu enseigner au départ. Parce qu'il s'est fait happer dans quelque chose, ou ça peut être un soignant. Là, tu vois, on me racontait une anecdote. Soignant, un ami soignant suspendu, chirurgien, il disait dans son hôpital, il y a quelqu'un qui se vantait en 2021 d'avoir gagné 650 000 euros parce qu'il avait injecté. Est-ce que tu as fait médecine pour ça, en fait? Pour injecter des substances expérimentales puis toucher des pots de vin, en fait. C'est de la corruption déguisée. Ça n'existe pas, quelqu'un qui, à côté de son travail, va en vaccinodrome et touche 650 000 euros sur une année. Donc, et ce mec-là, pour autant, à un moment donné, peut-être il était dans une grande lumière de vouloir aider les gens. Ouais. Donc, faut se rappeler pourquoi je fais ça en fait. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est routinier? Est-ce que c'est socialement valorisant? Est-ce que j'ai vendu mon âme juste pour quelques chiffres sur mon compte en banque? Il y a plein de questions à se poser. Et évidemment, c'est très douloureux de se les poser, donc on préfère nourrir le système quitte à ce qu'il s'effondre et il engloutisse tout le monde dedans parce que ce satané ego qui nous ferait dire que à un moment donné je me suis chié dessus quoi. Mm. Ça arrive, c'est pas grave. Donc quand il s'agira d'œuvrer communément, les gens qui sont soignants aujourd'hui, quelle que soit leur fonction, n'ont toujours pas commencé de soigner. Le vrai soin va commencer quand les gens vont réaliser la folie dans laquelle on est. Et là, ça va demander une foi, une spiritualité et une mansuétude très forte pour pouvoir faire société ensemble. Ouais. Parce que ce moment-là va venir. Et quand ce mec-là va se rendre compte qu'il a injecté des femmes enceintes et des gamins pour 650 000 euros, comment il va faire?
Donc soit il va retourner cette violence contre lui et on le retrouvera pendu, soit il retournera contre la société qui l'a trahi, avec tous les guillemets qu'on veut. Et donc ça sera à nous, dans les deux cas, si on estime qu'on soigne, de prendre soin. On prétend pas avoir la vérité absolue, mais pour moi, faut être dans ma réalité, dans ma vérité, il faut être complètement fou, complètement aliéné pour, dans la première fois de l'histoire de la médecine moderne, injecter des femmes enceintes avec une substance éclatante. Donc, à un moment donné, ces personnes-là qui l'ont fait vont s'en rendre compte. Comment ça va se comporter? Et s'ils se comportent pas avec, si on se positionne pas avec du cœur et de la foi, euh, ça sera violent pour la société entière. Ouais, non, tout à fait. C'est vrai que c'est là où on voit que... J'étais vers un exemple très concret. Il faut être très dans le concret, on ne peut pas occulter ce phénomène-là qui va fatalement se produire. Et qu'à un moment donné, il y a, comme ça s'est toujours passé dans l'histoire, il y a quelque chose d'authentique qui va se révéler à l'individu, qui a nourri un système, et que ça devient très violent. C'est à ce moment-là que la vraie violence arrive. Ouais. Elle est difficilement contrôlable, celle-là. Ouais, et c'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, on nous apprend plus à prendre des décisions. Et ce, dès l'enfance, c'est quelque chose qui revient très souvent dans ces interviews, c'est qu'on ne nous apprend pas, en fait. On ne nous apprend pas à nous écouter, à écouter ce qui nous nourrit, à écouter ce qui fait du sens pour nous, à écouter justement ce qui nous donne cette sensation de contribuer à quelque chose de plus grand en suivant tout simplement ce qui nous enthousiasme, ce qui nous met en joie. Et tout est pris au niveau du mental. Et j'aime beaucoup la façon dont tu incarnes cette spiritualité justement dans la matière. Et quand tu parles de ramener du sacré dans le travail, c'est vraiment ça en fait. C'est ramener du sacré partout finalement. Et que c'est pour ça que pour moi, cette expression de vivre son dharma, elle n'est pas toujours facile à expliquer parce que dans notre culture, il y a vraiment cette culture du religieux et puis du spirituel pour certains, mais ce n'est pas forcément le cas pour tous. Et moi, la première, il y a 10-15 ans en arrière, je ne savais même pas ce que c'était la spiritualité. C'est quelque chose qui s'est présenté à moi et que j'ai découvert au fil du temps. Mais en fait, remettre ce sacré, cette révérence pour la vie et pour le vivant partout et tout le temps, y compris dans ce qu'on fait, et c'est sûr que si on en était là, il y aurait pas d'exemple comme celui que tu viens de mentionner où on fait des choses sans se poser de questions, simplement pour avoir X 0 sur son compte en banque à la fin de l'année, effectivement. Tu coupes tout le. Tu peux parvenir à ça en coupant toute relation entre l'individu et son objet. C'est-à-dire que selon on est dans une société de la responsabilité, puis personne n'est responsable de rien. Tu vois, j'ai un autre ami soignant avec qui j'ai échangé aujourd'hui. Il a été convoqué aujourd'hui par le Conseil de l'ordre. Ouais. Il n'est pas vacciné, donc il est suspendu depuis 15 septembre. Il ne touche plus de salaire. Il a 4 enfants à élever et un de ses anciens patients l'appelle en lui disant que son médecin traitant n'a pas fait correctement le boulot et qu'il est en souffrance. Il y avait danger de vie, hein. Il y avait un pronostic engagé. Okay. Il va faire 1h30 de route aller-retour et il soigne cette personne et il fait une ordonnance. Il est dénoncé au Conseil de l'ordre par le médecin traitant qui n'avait pas traité. Et aujourd'hui, à l'audience du Conseil de l'ordre, les gens lui disaient « Ah mais nous, on y est pour rien ». C'est-à-dire, tout le monde se désengage de la responsabilité. Sauf que lui, il a assumé jusqu'au bout, il a dit « Oui, j'ai fait cette ordonnance, si c'était à faire, je le referai ». Parce que lui, il a choisi de placer la foi au centre de sa vie. Et donc, il a agi par rapport à ça, en connaissance de cause du droit, et dire « Vous avez le droit de me sanctionner, j'ai soigné quelqu'un gratuitement qui était en souffrance et qui risquait sa vie. Voilà ce que j'ai fait. Je suis médecin, j'ai soigné. Je n'ai pas fait payer d'acte parce que je suis suspendu, je n'ai plus le droit de me faire rétribuer pour ça.
Donc je l'ai fait gracieusement. 1 heure et demie aller-retour, plus la consultation. Et aujourd'hui, la société autorise la condamnation de cela, c'est-à-dire de quelqu'un qui est formé, diplômé, reconnu par l'État pour être un soignant, et il va faire son travail de soignant gratuitement, bénévolement, juste parce qu'il sent que c'est juste, et il est sanctionné. Et d'autres personnes disent, je choisis de ne pas soigner telle partie des citoyens, et ils ne sont pas rappelés à l'ordre. Eh ben, agir avec sa foi ou faire ce qu'on a à faire, ben, c'est se positionner par rapport à ça. Et moi, j'ai une révérence euh, incroyable devant ces personnes-là. Et euh, ce sont des vrais héros invisibles du quotidien. C'est-à-dire des gens qui choisissent, moi je le connais, hein, donc il a un enfant de 7 mois et voilà, la vie est pas simple quand on n'a plus de revenus et quand on a 4 enfants à élever. Mais c'est pas grave parce qu'il a choisi de mettre sa foi au devant de tout. Il ne mettra personne en danger, mais la première chose qu'il va pas mettre en danger, c'est son intégrité. Eh bien, échanger avec des personnes telles que lui me donne beaucoup d'élan, beaucoup de foi en l'avenir, et je trouve ça exceptionnel. Et évidemment, plutôt que d'être dans le séparatisme des humains, il faut à un moment donné se dire, ben moi, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me grandit, et est-ce que je suis fier de moi? Et qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Ben, je leur laisse là en l'occurrence une éducation, une figure inspirante, et puis quelque chose qui va forcément nourrir chacune de leurs paroles et de leurs actes. Et évidemment, ça, on peut que le constater quand tout va mal. Quand tout va bien, c'est lisse, c'est facile d'avoir le sourire. Et quand ça va mal, là, de tenir justement ces positions-là et continuer de sourire, c'est là qu'on voit les grands hommes. Et en ce moment, je rencontre beaucoup de grandes et de belles personnes. Et c'est pour ça que je suis absolument et résolument et définitivement optimiste sur le monde qui se profile, parce que ce sont ces gens-là qui vont le faire. Ouais, tellement, tellement. Pour moi, il y a tellement de belles personnes qui se révèlent et en fait, je pense qu'on est tous là pour ça, en fait. On a tous un rôle à jouer dans tout ça. Euh, souvent, ce qui ressort, et je pense d'autant plus dans le contexte actuel, c'est que ça demande du courage de vivre son dharma. Parce que, ben voilà, ouais, vivre vraiment en écoutant nos élans et notre vérité, ben, ça peut vouloir dire aller à l'encontre, comment, nager à contre-courant, quoi, par rapport à. Et donc, ça demande de la force, mais une phrase qui revient quasiment dans toutes les interviews et que j'adore, c'est que la vie ne nous donne jamais plus que ce qu'on est capable de porter et de supporter. Et moi, je suis convaincue que chaque épreuve qui nous est présentée est là justement pour nous permettre de réaliser à quel point on est plus fort et plus résilient que ce qu'on croit en fait. Et que c'est que dans cette adversité qu'on peut s'en rendre compte. Et on a besoin de l'altérité. Il y a besoin, cet ami-là a besoin du Conseil de l'ordre, évidemment, pour pouvoir grandir et pour pouvoir se réaliser. Mhm. Donc, on pourrait se dire, bah, gentil d'un côté, méchant de l'autre. En fait, ça se passe pas comme ça. On co-crée ensemble. Il faut pas oublier que les belles choses qui se réalisent le sont avant tout grâce aux personnes qui ont pris des décisions iniques et qui oppressent. Faut pas oublier, c'est parce que nous avons été extrêmement attentistes, extrêmement hors de nos postes, à profiter de la vie, à s'égarer d'elle et de son sacré, et que du coup on a laissé un champ d'expression très large à des personnes qui ont commis des méfaits contraires aux lois de la vie, et qu'aujourd'hui il s'agit de reprendre le manche, entre guillemets, et que c'est d'autant plus difficile que nous avons abandonné le poste. Donc il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, ou alors on va leur faire une autocritique très longue et très douloureuse. Le but c'est pas de se flageller, c'est de se dire bah on y va quoi. Ouais, On opère et on crée. Personne n'a pris le pouvoir par la force. ouais. Personne ne peut dire qu'il est dupe de quoi que ce soit. Les affaires de corruption existent depuis des dizaines d'années. Le machiavélisme, la manipulation, les trucages, etc.
les scandales sanitaires ont pullulé pour que tout le monde ait ça à sa conscience. Personne ne peut dire qu'il était ignorant. Mhm. Qu'on n'ait pas voulu voir, c'est une chose. Pas dire qu'on n'ait pas été dans la conscience de ce qui se profilait. C'est la conséquence logique de ce qu'on a laissé faire collectivement. Donc aucun souci. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous retrouvez des gens des précédentes crises, des Delfrécy, des comment s'appelle-t-elle encore, Roselyne Bachelot, qui était là pour le scandale H1N1 alors qu'elle avait un conflit d'intérêts énorme en étant actionnaire. On va dire, il n'y a rien de nouveau. Et Et donc, oui, bah, Fabius. c'est très bien. Fabius et compagnie, un mec qui est responsable du sang contaminé, et ben, c'est logique qu'on se retrouve dans un problème sanguin au niveau, un tamponné au niveau. Ben, c'est comme ça, c'est que, on va dire, il a pas pris le pouvoir par la force, cet Non. homme-là. Non, C'est tout à toujours fait. pareil, c'est le champ d'expression a été laissé vacant, et ben, quelqu'un qui est avide de pouvoir est, de mon point de vue, foncièrement pervers, donc ben, il l'a pris. Mais si on n'étudie pas ça un minimum, il y a un problème. Donc voilà, donc moi je trouve ça très stimulant, très réjouissant. Bien sûr que ça ne se fait pas sans douleur, mais c'est là l'importance de la foi pour pouvoir aller tirer, on va dire, de la substance énergétique positive pour œuvrer. Alors là, la foi, c'est un gros mot, le sacré, c'est un gros mot, enfin beaucoup de choses. On a tout désacralisé, le rapport au corps, le rapport à la famille, le rapport au spirituel. On va dire, on peut rire de tout. On peut Mhm. se moquer de tout aujourd'hui, donc forcément c'est difficile d'aller trouver de l'inspiration lorsque tout a été méprisé et délaissé. Oui. La famille également. Mais après, bon, c'est à chacun de reconstruire avec ce qu'il y a de plus beau en lui et de plus inspirant autour de lui. Ouais. Ouais, moi j'aime beaucoup voir la vie comme une école et je me dis que bah, quand tu prends les choses comme ça, là, la leçon est claire justement, de justement bah, prendre tout ce qui se passe aujourd'hui comme un apprentissage de ce qu'on veut et ce qu'on veut pas et comment on décide de se positionner et qu'est-ce qu'on a envie de ouais, laisser derrière nous à nos enfants. Et pour moi, oui, ce manque de... Le mot de connexion, j'aime beaucoup parce que je trouve que ce manque de connexion, que ce soit à nous-mêmes, à la terre, aux autres, au ciel, plus grand que nous, ben, en fait, c'est cette cassure, en fait, qui est pour moi sans doute à l'origine de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et que, par contre, on est de plus en plus nombreux à réaliser à quel point c'est primordial et que c'est pas compliqué, en fait. Il suffit juste de faire le choix de se reconnecter à tout ça et que ouais, à nouveau, si on arrive presque à être reconnaissant par rapport à tout ce qui se passe, ben, on ira sans doute encore plus vite vers ce nouvel humain et cette nouvelle société où ouais, on œuvre tous ensemble et on contribue au meilleur. Je suis d'accord avec ça. Bah, de toute façon, il y a pas le choix que d'accepter, hein. Ça se profile, soit on participe au jeu, soit bah, on dit comme beaucoup de personnes mourir de ça ou d'autre chose, et puis on se met sur le côté volontairement. Ouais. Euh, c'est intéressant hein, d'ailleurs que le chantage de ce jeu-là se passe par le volet de la distraction. C'est vraiment, il y a un côté anesthésiant très puissant. Mhm. Euh, Ce qui se passait déjà dans les confinements où tout était fermé sauf les débits de boissons et de tabac. Mhm. Dire, ben, aliénez-vous, altérez-vous. Et c'est un peu ça, là, c'est oubliez-vous dans le divertissement et dans la distraction. C'est vraiment une tentation qui est proposée. Là, on pourrait y remettre tout un tas de concepts plus ou moins religieux ou philosophiques. Mais c'est vraiment intéressant de dire, bah, ça te semble dur à supporter, t'inquiète. On a la pilule magique. Mhm. T'inquiète pas, on a tout pensé, voilà, tout va bien se passer. Et donc évidemment que quand tu es tout seul, ça te demande à te fuir en toi-même, alors que la société va tout faire pour que tu fuis dans la distraction et que tu oublies que tu peux être extrêmement puissant. Donc c'est pour ça que tout ce qui renvoie à la souveraineté est mis en danger par les lois.
le yoga redevient une dérive sectaire J'ai vu. maléfique, alors que voilà, la naturopathie, on n'en parle pas, le survivalisme, tout ce qui pousse l'humain à pouvoir être là, là j'ai vu la méditation dans les écoles aussi. Ouais, tout à fait. Bon, ben, Les huiles essentielles, de lavande, la vitamine D. Voilà, c'est normal. c'est tellement grossier. Donc après, on va prendre un exemple et puis on en fera toujours un phénomène émotionnel pour pouvoir justifier telle ou telle dérive. Mais c'est tellement grossier, donc c'est à chacun d'ouvrir un petit peu les yeux, évidemment, puis à un moment donné de les fermer justement pour être en paix avec soi, méditer tranquillement là-dessus, puis de se dire, oula, mais moi j'aspire à bien autre chose que ça, hein, je suis bien plus grand que ça. Donc Ouais. il y a tout un travail de repérage et c'est là où justement faut aussi faire gaffe à s'informer suffisamment pour être conscient et d'un autre côté, ne pas se surinformer pour ne pas faire vivre une forme de pensée très négative. Mhm. Euh, C'est-à-dire s'informer sur tout le phénomène, tout ce que gravite autour du Covid, c'est bien, mais on devient une forme de pensée Covid, en fait. Et donc là, le beau, l'art, l'inspirant est nécessaire. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de répéter pas mal en ce moment. C'est que je pense que tout le monde est conscient et a des, enfin, on va dire, on va pas se convaincre les uns les autres mentalement. Tout le monde en 2 ans a compris là où ce qu'il devait comprendre. Et dans sa vérité, il y a peu de chances que ça bascule. Par Ouais. contre, après, comment vibre notre cœur, ça va se faire quand même avec des choses très inspirantes, très belles. Donc c'est plutôt de les personnes et les œuvres de certaines personnes qui vont nous mettre dans un état d'esprit positif ou non. Donc attention à ne pas se couper trop d'une source radieuse. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Pour terminer justement sur une note un peu plus, pas plus positive, mais voilà, une note positive. Bon, c'est vrai que du coup, on a parlé pas mal du contexte. J'ai pas forcément suivi mon questionnement habituel sur qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et c'est OK parce que c'était passionnant de t'entendre parler de tout ça. Euh, Quelque chose, moi, que j'ai remarqué quand on vit son dharma et quand justement on ose s'écouter et on ose répondre à l'appel, aux élans, quelle que soit la façon dont tu veux, que tu veux utiliser pour parler de tout ça, on est quand même soutenu d'une manière ou d'une autre. Enfin, moi, j'ai vraiment, enfin, je l'ai expérimenté dans ma vie, toutes les fois où j'ai fait des sauts dans le vide, ben, le filet ou les ailes qui sont apparues. Et donc, est-ce que toi, tu vois, souvent c'est sous forme de synchronicité ou de rencontres absolument magiques, d'opportunités qui se présentent. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose de cet ordre-là à partager pour terminer justement voilà, des choses qui se sont passées dans ta vie et où tu te dis waouh, là je ne sais pas comment c'est possible, jamais j'aurais pu le prévoir avec mon petit mental et c'est clairement que j'étais sur la bonne voie, tu vois, un peu ce genre de confirmation. Ça peut être, j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines, C'est ce parce qu'on me que répond souvent. j'ai eu beaucoup de grâce dans ma vie, beaucoup de rencontres exceptionnelles. Déjà, tous les auteurs que je publie, c'est des gens, je m'étais fait un cahier avec des gens que je voulais éditer secrètement, sachant que je connaissais rien à l'édition. Et ben, les 2 tiers, la vie a fait qu'on se rencontre. Génial. Donc là, c'est ça, mais la chose, une des choses, bah là, c'est cette maison. J'étais en recherche plus ou moins active il y a 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. J'avais déjà retapé une maison et je sentais qu'il fallait que je sois dans plus grand, avec du terrain, plus proche de la mère de mon fils, plus proche de chez mes parents. Et je sentais venir l'imminence d'un confinement. Donc j'ai en France. Et donc j'ai commencé à chercher en me disant là ça va pas être bon. Et ça sera pas un confinement, il y en aura plusieurs, donc les gens vont vouloir retrouver du sens et de la terre. Et
Donc, je me mets en quête d'une maison. Et je vais sur le Bon Coin. Et il y en a une sur laquelle je flash en photo. Et moi, je visualisais 40 arts de terrain, une mare, des champs, plein pied, une vieille baraque, et pas très loin de chez mes parents, 10-15 minutes. Voilà, c'était ça, ce que je sentais. Et j'arrive, je dis tiens, elle est pas mal, et il manquerait juste la mare, mais pas sur l'annonce. Le mec serre la main, me dit ah, au fait, sur l'annonce, j'ai pas mis, mais il y a une mare au fond du terrain. Et je suis rentré dans la maison, et ce qui m'est venu, c'est tiens, une arche de Noé, tiens, un bateau. Comme si je rentrais dans un bateau. Et, et bon, c'est une vieille ferme il n'y avait pas d'électricité, pas d'isolation. Enfin bref, il y avait tout à refaire. Mais je sentais que c'était là. Quand j'étais dans cette maison, je sentais que c'était là. Et donc ça, pour moi, elle est venue se présenter. Ce qui était drôle, c'est que les gens, quand ils viennent, ils disent, ouais, c'est quoi ton bateau? Donc eux aussi, ils sentent ça. Et donc, bah, je suis très heureux. Ça fait partie d'une synchronicité très forte entre, il y a un moment, il y a un besoin qui s'exprime de manière très forte. Et je visite une maison, pas deux, hein, une, et c'est celle-là et basta. Et pour finir, vivant seul et étant à mon compte, j'ai pas des revenus suffisants pour rassurer un banquier. Je dis comment je vais faire pour acheter cette maison. Je suis dans cette réflexion et j'ai une amie qui m'appelle, une amie proche, me dit je t'appelle, mon père m'a fait une avance sur héritage. Si un jour tu as besoin d'argent pour un projet immobilier, je sais pas que j'en ai un. Je te prête de l'argent. Je peux te prêter 50 000 euros. Est-ce qu'on vous a déjà appelé pour vous dire ça? À un moment donné où vous avez besoin d'argent. Bon, bah, basta. Donc, j'ai pas réfléchi et moi, j'ai pas négocié le prix de la maison parce que je sentais qu'il était juste. J'aurais pu négocier 20-30 000, mais en fait, dans mon cœur, je sentais que c'était ce prix-là. Et j'ai donné le prix et je me suis dit, parce qu'il y a eu toutes ces synchronicités, je me suis dit, c'est ça. C'est ça. Va pas gratter. Va pas gratter parce que tu vas trahir le juste. Et voilà. Et ça a été la même chose pour la vente de ma maison d'avant. Moi, j'avais en tête un chiffre. Et les agents immobiliers me disaient, mais non, ça peut être 15, 20, 30 000 de plus. Je dis non. Et ils ont essayé. Pendant un an, ça marchait pas. J'aurais dit, c'est ce prix-là. Et du jour où il y a eu ce prix-là, tac, la maison a été vendue. Il faut que ça soit juste, mais faut pas jouer. Faire gaffe à pas jouer. C'est quand il y a une architecture qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste que nous. Donc, point de vue, hein, on comprend pas grand-chose. On esquisse dans la brume parfois des choses. Euh, mais si on joue avec le sacré, la vie nous rappellera bien vite comment on doit se positionner et qu'on doit rester très humble. Je mets beaucoup d'amour, de passion dans cette maison. J'essaie d'être le plus respectueux. Elle est à moi sur le papier, mais elle n'est pas à moi. Et c'est avec cette posture-là que j'essaye de faire les choses. Et j'applique le même raisonnement pour mon fils, qui est un enfant de la vie et qui n'est pas le mien. Je l'aime plus que tout. Je dis mon fils, mais il ne m'appartient absolument pas. Donc ça, c'est les choses les plus belles et les plus grandes qu'on peut faire en se détachant au maximum, en se mettant au service, puis en sentant ce qui est juste. Et des fois, le sentir de la voie juste, c'est pas la voie la plus simple. Il faut y aller quand même. Et si on fait confiance, on aura beaucoup, 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 beaucoup d'aide et beaucoup de grâce. Absolument. Absolument. Merci d'avoir partagé tout ça parce que j'adore finir les interviews sur ce thème-là parce que j'en suis convaincue en fait que ouais, qu'on est soutenu quand c'est juste. Mais donc pour ça, ça demande ouais, de savoir écouter, de savoir entendre, de savoir respecter, comme tu l'as dit, la justesse, pas voilà, pas vouloir trop jouer. Et ça me fait vraiment sourire parce que j'étais à Marseille pendant le premier confinement avec ma petite famille et puis l'appel de la nature était présent depuis un moment, mais on se disait dans 5 ans, dans 10 ans. Et puis tout d'un coup, c'était maintenant, tout de suite. Et je ne vais pas raconter toute l'histoire ici, mais pareil, la maison s'est manifestée à nous de manière
vraiment synchronistique, je ne sais pas si ça existe en français, mais bref. Et voilà, et on vient d'y emménager il y a à peine un mois, et jamais j'aurais pu penser, créer tout ça, quoi. Ça, c'est vraiment, enfin, clairement, j'ai été soutenue, et voilà, et j'ai entendu l'appel et j'ai laissé faire, et j'ai pas laissé mon mental court-circuiter ou essayer ouais, de jouer, comme tu dis. Et donc, si c'est possible pour toi, pour moi, et c'est possible, ça peut prendre plein de formes. Là, c'est rigolo parce que c'est tous les deux des maisons, mais voilà. En tout cas, pour moi, il y a vraiment cette notion de foi, elle est aussi là-dedans, de savoir que quand on se lance sur ce chemin de notre vérité, de notre dharma, on est soutenu. Et voilà, ça ne veut pas dire que c'est rose tous les jours, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments de difficulté, mais il y a quand même cette espèce de sensation ouais, de fil conducteur, et quand on apprend à s'écouter, ouais, on sent ce qui est juste ou ce qui n'est plus pour nous, et voilà, c'est un travail de chaque instant, mais pour moi, c'est vraiment disponible pour tout le monde, en fait. Et donc, j'invite vraiment tout un chacun à oser se respecter en écoutant cet appel du cœur, ces appels du cœur, parce que pareil. Bon, je pourrais continuer à parler comme ça pendant des heures. Je vois que ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. Est-ce que pour terminer, tu voudrais donner peut-être ton actualité du moment, et ce que tu t'apprêtes à lancer peut-être, ou ce que tu viens de lancer, enfin voilà, où on peut te trouver. Qu'est-ce que... Justement, il va y avoir deux projets, euh, deux projets en fait qui seront offerts. Un documentaire sur lequel je travaille actuellement, dont je dévoilerai bientôt le thème. Je finis les tournages ce week-end. Et une formation d'hygiénisme. Et les deux, je vais les offrir en échange de dons, de participation libre. Donc c'est une nouvelle forme d'expérimentation, Ouais. justement de dire c'est l'abandon total. Faire un documentaire, c'est très long, c'est très coûteux, c'est très exigeant. Et là, je l'offrirai en échange de dons ou pas. Et une formation sur l'hygiénisme que peut-être la semaine prochaine ou dans 10 jours, je vais mettre à disposition sous forme de contrepartie ou pas. Et je verrai en fait. Donc j'ai plein d'actualités, tout se retrouve sur le site internet de ma maison d'édition, exuvie.fr, EXUVIE. Et donc beaucoup de choses à venir, mais ce sont ces deux projets-là qui, pour moi, j'amorce quelque chose dans l'échange, dans le fait de dire, voilà, j'ai fait quelque chose de très professionnel, j'ai mis tout mon cœur, toute ma qualité. Faites-en ce que vous voulez. Voilà, je vais expérimenter ça. Qu'est-ce qui vous semble juste? On revient à cette notion de justesse. Donner ce qui Voilà. vous semble juste. Qu'est-ce qui vous sent à une heure, une époque où plus grand chose a de valeur, quoi. Ouais. Et moi, je vais donner des choses qui ont plus de valeur pour moi, et puis je verrai. J'observerai, et puis en espérant que euh, ça puisse se répandre plus possible sans la contrainte de l'argent, parce que c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur et qui pour moi sont d'utilité publique, mais ça m'a demandé beaucoup en termes d'investissement financier, en termes de temps, d'énergie. Donc voilà, on va voir, enfin, je trouve ça très exaltant. Voilà, Génial. voilà un peu une pour les actualités à venir. Génial. Écoute, pour moi, quand il y a de l'exaltation, de la joie, de l'enthousiasme, c'est toujours un bon signe. Donc, je te souhaite d'être soutenu dans tout ça, et j'en suis sûre que tu vas l'être. Merci, merci infiniment pour ton temps, et l'éligibilité. Non, c'est pas ça le mot que je cherche. L'éloquence avec laquelle tu t'exprimes de manière très calme et posée sur tous ces sujets qui peuvent, qui sont très polarisants, et de ramener du sacré dans tout ça, et de parler de ce contexte si particulier autour de cette notion de dharma. C'était une première pour moi, et c'était super intéressant. Donc merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, pour la confiance, et puis Avec mes plaisir. salutations aux personnes qui nous ont suivis. Ouais, Prenez merci à soin tous ceux qui prenez étaient soin de là vous. en direct, ouais, et puis je mettrai le live
en replay et en général, je les mets sur YouTube aussi. Je t'enverrai le lien si Avec si ça joie. t'intéresse ou te servir. Merci mille fois, Fabien. Merci à tout le monde et passez à tous une belle soirée. À bientôt. Salut, Fabien. À bientôt.